Carmen, quatrième partie. L'Espagne est un des pays où se trouvent aujourd'hui en plus grand nombre encore ces nomades dispersés dans toute l'Europe et connus sous les noms de bohémiens, gitanos, zigeuners, etc. La plupart demeurent, ou plutôt mènent une vie errante, dans les provinces du sud et de l'est, en Andalousie, en Estramadour, dans le royaume de Murcie. Il y en a beaucoup en Catalogne. Ces derniers passent souvent en France. On en rencontre dans toutes nos foires du Midi. D'ordinaire, les hommes exercent les métiers de maquignons, de vétérinaires et de tondeurs de mulets. Ils y joignent l'industrie de raccommoder les poêlons et les instruments de cuivre, sans parler de la contrebande et autres pratiques illicites. Les femmes disent la bonne aventure, mendient et vendent toutes sortes de drogues innocentes ou non. Les caractères physiques des bohémiens sont plus faciles à distinguer qu'à décrire, et lorsqu'on en a vu un seul, on reconnaît entre mille un individu de cette race. La physionomie, expression, voilà surtout ce qui les sépare des peuples qui habitent le même pays. Leur teint est très basané, toujours plus foncé que celui des populations parmi lesquelles ils vivent. De là le nom de Calais, les Noirs, par lequel ils se désignent souvent. Les yeux sensiblement obliques, bien fondus, très noirs, sont ombragés par des cils longs et épais. On ne peut comparer leur regard qu'à celui d'une bête fauve. L'audace et la timidité s'y peignent tout à la fois, et sous ce rapport leurs yeux révèlent assez bien le caractère de la nation, rusée, hardie, mais craignant naturellement les coups, comme Panurge. Pour la plupart, les hommes sont bien découplés, sveltes, agiles. Je ne crois pas en avoir jamais vu un seul chargé d'embonpoint. En Allemagne, les bohémiennes sont souvent très jolies. La beauté est fort rare parmi les gitanes d'Espagne. Très jeunes, elles peuvent passer pour des laiderons agréables, mais une fois qu'elles sont mères, elles deviennent repoussantes. La saleté des deux sexes est incroyable, et qui n'a pas vu les cheveux d'une matrone bohémienne s'en fera difficilement une idée, même en se représentant les crins les plus rudes, les plus gras, les plus poudreux. Dans quelques grandes villes d'Andalousie, certaines jeunes filles, un peu plus agréables que les autres, prennent plus de soin de leur personne. Celles-là vont danser pour de l'argent. Des danses qui ressemblent fort à celles que l'on interdit dans nos bals publics du carnaval. M. Borrow, missionnaire anglais, auteur de 2 ouvrages fort intéressants sur les bohémiens d'Espagne, qu'il avait entrepris de convertir aux frais de la société biblique, assure qu'il est sans exemple qu'une gitane ait jamais eu quelque faiblesse pour un homme étranger à sa race. Il me semble qu'il y a beaucoup d'exagération dans les éloges qu'il accorde à leur chasteté. D'abord, le plus grand nombre est dans le cas de la laide d'Ovide. Casta quam nemo rogavit. Quant aux jeunes filles, elles sont comme toutes les Espagnoles, difficiles dans le choix de leurs amants. Il faut leur plaire, il faut les mériter. M. Borrow cite comme preuve de leur vertu un trait qui fait honneur à la sienne, surtout à sa naïveté. Un homme immoral de sa connaissance offrit, dit-il, inutilement plusieurs onces à une jolie gitane. Un Andalou à qui je racontai cette anecdote prétendit que cet homme immoral aurait eu plus de succès en montrant 2 ou 3 piastres, et qu'offrir des onces d'or à une bohémienne était un aussi mauvais moyen de persuader que de promettre 1 million ou 2 à une fille d'auberge. Quoi qu'il en soit, il est certain que les gitanas montrent à leurs maris un dévouement extraordinaire. Il n'y a pas de danger ni de misère qu'elles ne bravent pour les secourir en leur nécessité. Un des noms que se donnent les bohémiens, Romées ou les époux, me paraît attester le respect de la race pour l'état de mariage. En général, on peut dire que leur principale vertu est le patriotisme, si l'on peut ainsi appeler la fidélité qu'ils observent dans leurs relations
avec les individus de même origine qu'eux, leur empressement à s'entraider, le secret inviolable qu'ils se gardent dans les affaires compromettantes. Au reste, dans toutes les associations mystérieuses et en dehors des lois, on observe quelque chose de semblable. J'ai visité il y a quelques mois une horde de bohémiens établis dans les Vosges. Dans la hutte d'une vieille femme, l'ancienne de la tribu, il y avait un bohémien étranger à sa famille, attaqué d'une maladie mortelle. Cet homme avait quitté un hôpital où il était bien soigné pour aller mourir au milieu de ses compatriotes. Depuis 13 semaines, il était alité chez ses hôtes et beaucoup mieux traité que les fils et les gendres qui vivaient dans la même maison. Il avait un bon lit de paille et de mousse, avec des draps assez blancs, tandis que le reste de la famille, au nombre de 11 personnes, couchait sur des planches longues de 3 pieds. Voilà polir leur hospitalité. La même femme, si humaine pour son hôte, me disait devant le malade « Sinjo, Sinjo, onte imulo ». Dans peu, il faut qu'il meure. Après tout, la vie de ces gens est si misérable que l'annonce de la mort n'a rien d'effrayant pour eux. Un trait remarquable du caractère des bohémiens, c'est leur indifférence en matière de religion. Non qu'ils soient esprits forts ou sceptiques. Jamais ils n'ont fait profession d'athéisme. Loin de là, la religion du pays qu'ils habitent est la leur, mais ils en changent en changeant de patrie. Les superstitions qui, chez les peuples grossiers, remplacent les sentiments religieux, leur sont également étrangères. Le moyen, en effet, que des superstitions existent chez des gens qui vivent le plus souvent de la crédulité des autres. Cependant, j'ai remarqué chez les bohémiens espagnols une horreur singulière pour le contact d'un cadavre. Il y en a peu qui consentiraient pour de l'argent à porter un mort au cimetière. J'ai dit que la plupart des bohémiennes se mêlaient de dire la bonne aventure. Elles s'en acquittent fort bien. Mais ce qui est pour elles une source de grand profit, c'est la vente des charmes et des philtres amoureux. Non seulement elles tiennent des pattes de crapaud pour fixer les cœurs volages, ou de la poudre de pierre d'aimant pour se faire aimer des insensibles, mais elles font au besoin des conjurations puissantes qui obligent le diable à leur prêter son secours. L'année dernière, une Espagnole me racontait l'histoire suivante. Elle passait un jour dans la rue d'Alcalá, fort triste et préoccupée. Une bohémienne accroupie sur le trottoir lui cria « Ma belle dame, votre amant vous a trahi. » C'était la vérité. « Voulez-vous que je le fasse revenir ?» On comprend avec quelle joie la proposition fut acceptée, et quelle devait être la confiance inspirée par une personne qui devinait ainsi, d'un coup d'œil, les secrets intimes du cœur. Comme il eût été impossible de procéder à des opérations magiques dans la rue la plus fréquentée de Madrid, on convint d'un rendez-vous pour le lendemain. « Rien de plus facile que de ramener l'infidèle à vos pieds, » dit la gitane. « Auriez-vous un mouchoir, une écharpe, une mantille qu'il vous ait donnée ?» On lui remit un fichu de soie. « Maintenant, cousez avec de la soie cramoisie une piastre dans un coin du fichu. Dans un autre coin, cousez une demi-piastre. Ici, une piécette. Là, une pièce de 2 réaux. Puis, il faut coudre au milieu une pièce d'or. Un doublon serait le mieux. On coud le doublon et le reste. À présent, donnez-moi le fichu. Je vais le porter au Camposanto à minuit sonnant. Venez avec moi, si vous voulez voir une belle diablerie. Je vous promets que dès demain, vous reverrez celui que vous aimez. La bohémienne partit seule pour le Camposanto, car on avait trop peur des diables pour l'accompagner. Je vous laisse à penser si la pauvre amante délaissée a revu son fichu et son infidèle. Malgré leur misère et l'espèce d'aversion qu'ils inspirent, les bohémiens jouissent cependant d'une certaine considération parmi les gens peu éclairés, et ils en sont très vains. Ils se sentent d'une race supérieure pour l'intelligence, et méprisent cordialement le peuple qui leur donne l'hospitalité. Les gentils sont si bêtes,
me disait une bohémienne des Vosges, qu'il n'y a aucun mérite à les attraper. L'autre jour, une paysanne m'appelle dans la rue. J'entre chez elle, son poêle fumait, et elle me demande un sort pour le faire aller. Moi, je me fais d'abord donner un morceau de lard, puis je me mets à marmotter quelques mots en romani. Tu es bête, je disais, tu es né bête, bête tu mourras. Quand je fus près de la porte, je lui dis en bon allemand, le moyen infaillible d'empêcher ton poêle de fumer, c'est de ne pas y mettre le feu. Et je pris mes jambes à mon cou. L'histoire des Bohémiens est encore un problème. On sait à la vérité que leurs premières bandes, fort peu nombreuses, se montrèrent dans l'est de l'Europe vers le commencement du XVe siècle. Mais on ne peut dire ni d'où ils viennent, ni pourquoi ils sont venus en Europe. Et ce qui est plus extraordinaire, on ignore comment ils se sont multipliés en peu de temps d'une façon si prodigieuse dans plusieurs contrées fort éloignées les unes des autres. Les Bohémiens eux-mêmes n'ont conservé aucune tradition sur leur origine, et si la plupart d'entre eux parlent de l'Égypte comme de leur patrie primitive, c'est qu'ils ont adopté une fable très anciennement répandue sur leur compte. La plupart des orientalistes qui ont étudié la langue des Bohémiens croient qu'ils sont originaires de l'Inde. En effet, il paraît qu'un grand nombre de racines et beaucoup de formes grammaticales du romani se retrouvent dans les idiomes dérivés du sanskrit. On conçoit que dans leur longue pérégrination, les Bohémiens ont adopté beaucoup de mots étrangers. Dans tous les dialectes du romani, on trouve quantité de mots grecs, par exemple cocal, os, de cocalon, pétali, fer de cheval, de pétalon, cafi, clou, de carfi, etc. Aujourd'hui, les Bohémiens ont presque autant de dialectes différents qu'il existe de hordes de leur race séparées les unes des autres. Partout, ils parlent la langue du pays qu'ils habitent plus facilement que leur propre idiome, dont ils ne font guère usage que pour pouvoir s'entretenir librement devant les étrangers. Si l'on compare le dialecte des Bohémiens de l'Allemagne avec celui des Espagnols, sans communication avec les premiers depuis des siècles, on reconnaît une très grande quantité de mots communs. Mais la langue, originale partout, quoiqu'à différents degrés, s'est notablement altérée par le contact des langues plus cultivées dont ces nomades ont été contraints de faire usage. L'allemand d'un côté, l'espagnol de l'autre, ont tellement modifié le fond du romani qu'il serait impossible à un bohémien de la Forêt-Noire de converser avec un de ses frères andalous, bien qu'il leur suffît d'échanger quelques phrases pour reconnaître qu'ils parlent tous les deux un dialecte dérivé du même idiome. Quelques mots d'un usage très fréquent sont communs, je crois, à tous les dialectes. Ainsi, dans tous les vocabulaires que j'ai pu voir, pani veut dire l'eau, manro du pain, mas de la viande, lon du sel. Les noms de nombres sont partout à peu près les mêmes. Le dialecte allemand me semble beaucoup plus pur que le dialecte espagnol, car il a conservé nombre de formes grammaticales primitives, tandis que les gitanos ont adopté celles du castillan. Pourtant, quelques mots font exception pour attester l'ancienne communauté de langage. Les prétérites du dialecte allemand se forment en ajoutant ium à l'impératif, qui est toujours la racine du verbe. Les verbes dans le romani espagnol se conjuguent tous sur le modèle des verbes castillans de la première conjugaison. De l'infinitif ramar, manger, on devrait régulièrement faire rame, j'ai mangé. De lilar, prendre, on devrait faire lille, j'ai pris. Cependant, quelques vieux bohémiens disent par exception rayon, lilon. Je ne connais pas d'autre verbe qui ait conservé cette forme antique. Pendant que je fais ainsi étalage de mes minces connaissances dans la langue romanie, je dois noter quelques mots d'argot français que nos voleurs ont empruntés aux bohémiens. Les mystères de Paris ont appris à la bonne compagnie que chourin voulait dire couteau. C'est du romani pur,
Tchouri est l'un de ces mots communs à tous les dialectes. Monsieur Vidocq appelle un cheval gré. C'est encore un mot bohémien. Gras, gré, grasté, gris. Ajoutez encore le mot romanichel, qui dans l'argot parisien désigne les bohémiens. C'est la corruption de romane chave, gars bohémien. Mais une étymologie dont je suis fier, c'est celle de frimousse, mine, visage, mot que tous les écoliers emploient ou employaient de mon temps. Observez d'abord que Houdin, dans son curieux dictionnaire, écrivait en 1640 firlimousse. Or, firla, filla, en Romanie, veut dire visage. Nuit a la même signification. C'est exactement os des latins. La combinaison firlamui a été sur-le-champ comprise par un bohémien puriste, et je la crois conforme au génie de sa langue. En voilà assez pour donner au lecteur de Carmen une idée avantageuse de mes études sur le romani. Je terminerai par ce proverbe qui vient à propos. En retudi pandanastia bella maccia. En close bouche n'entre point mouche.